Cette vidéo ne représente pas un conseil en investissement. Investir comporte un risque de perte en capital. Vous êtes le seul et unique responsable de vos décisions d'investissement et il est de votre devoir de faire vos propres recherches avant d'investir. Ne faites confiance à personne. Bonjour à tous, c'est Max de la chaîne L'Investisseur Indépendant et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va parler des stablecoins. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble aujourd'hui qu'est-ce qu'un stablecoin et à quoi ça sert. On va voir également quels sont les différents types de stablecoins qui existent. Et enfin, dans la dernière partie de la vidéo, qui sera peut-être la plus importante, on verra comment choisir les stablecoins que vous allez utiliser quand vous allez devoir par exemple prendre vos profits. Donc on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et voir qu'est-ce qu'un stablecoin et à quoi ça sert. Donc un stablecoin, c'est une crypto-monnaie qui est censée garder une valeur égale à un actif du monde réel. Pour faire très simple, les stablecoins sont souvent adossés à des monnaies fiat, type euro, dollar, franc suisse, dollar australien, dollar canadien, etc. Il existe aussi, à ma connaissance, des stablecoins qui sont adossés à l'or. Il est possible qu'il existe des stablecoins qui soient adossés à d'autres matières premières, comme l'argent par exemple, mais je n'en ai pas connaissance actuellement. Ceci étant dit, il faut tout de même savoir que l'immense majorité des stablecoins sont adossés donc à des monnaies fiduciaires et principalement au dollar américain. On le verra un petit peu plus loin dans cette vidéo, mais vraiment, je pense que plus de 90% des stablecoins qui existent sont adossés au dollar américain. Alors comment ces crypto-monnaies arrivent-elles à garder leur parité avec leur sous-jacent, par exemple? Comment est-ce qu'un USDT arrive à garder la parité avec un dollar américain? En fait, ces crypto-monnaies arrivent à garder leur parité car elles sont soutenues par des réserves d'actifs réels. Donc on va voir un petit peu plus loin dans cette vidéo que, en fonction du type de stablecoin qui est utilisé, ils ne fonctionnent pas tous pareil. Mais en gros, dites-vous que par exemple, un stablecoin adossé à un dollar américain, dans la majorité des cas, il garde cette valeur parce que l'entreprise qui émet le stablecoin adossé au dollar américain est censée avoir le dollar américain en question dans ses coffres. Autrement dit, à chaque fois que ces entreprises vont émettre de nouveaux stablecoins, ils sont censés, de leur côté, avoir des nouveaux dollars dans leur coffre pour soutenir et pour garder cette parité. On verra un petit peu plus loin en détail comment ça fonctionne exactement quand on verra les différents types de stablecoins qui existent. Donc on va voir maintenant quelle est leur utilité. Mais c'est vrai que dans un univers aussi volatile que celui des crypto-monnaies, en fait les stablecoins ils servent tout simplement à vous dérisquer, c'est-à-dire à sortir du marché, notamment quand vous voulez faire vos prises de profit. Si par exemple vous détenez du Bitcoin ou de l'Ethereum et qu'on rentre en bear market et qu'il y a une chute de valeur de 80-90%, eh bien si avant cette chute, vous aviez vendu vos Bitcoins et vos Ethereum contre des stablecoins, vous n'avez pas subi la chute et vous avez donc sauvegardé vos profits et vous pouvez les garder de côté, les stocker sur votre ledger ou sur votre n'importe quel cold wallet en attendant que les prix vous paraissent intéressants pour à nouveau re-rentrer sur le marché. Donc en fait, les stablecoins vous permettent réellement de sortir du marché et d'éviter la volatilité, qu'elle soit du coup à la hausse comme à la baisse, même si c'est bien souvent la volatilité à la baisse qu'on va vouloir éviter. Voilà, donc maintenant qu'on a vu ce qu'était un stablecoin et à quoi il servait sur le marché des crypto-monnaies, on va pouvoir passer au point numéro 2 et voir donc les différents types de stablecoins qui existent. Donc le premier type dont on va parler ensemble, ce sont les stablecoins centralisés. Vous allez voir qu'en fait, la plupart des stablecoins, en tout cas les plus gros et les plus connus, font partie de cette catégorie-là. Donc, comment fonctionnent ces stablecoins-là? Pour faire très simple, en fait, vous avez une société, une entreprise centralisée, par exemple Tether pour l'USDT ou Circle pour l'USDC, qui sont les deux plus gros stablecoins utilisés sur le marché des crypto-monnaies, qui vont gérer en fait tout ce qui va être l'approvisionnement en stablecoin. Donc, comme je vous l'ai expliqué un petit peu tout à l'heure dans le point précédent, à chaque fois qu'en fait ils vont émettre des nouveaux stablecoins, ils sont censés avoir l'équivalent en dollars dans leur coffre, dans leur réserve.
pour toujours maintenir cette parité de 1 pour 1. Et donc, c'est comme ça que fonctionnent les stablecoins centralisés, qu'ils essayent de maintenir cette corrélation entre la valeur du dollar et la valeur du stablecoin. On va le voir que parfois, il y a eu des loupés, on verra dans le point numéro 3 sur comment choisir les stablecoins, mais par exemple, Circle, en 2022, malgré que ce soit le deuxième plus gros stablecoin du marché, a eu un dépeg assez important, mais on en parlera dans le point numéro 3 de la vidéo. Donc en fait, l'inconvénient, par contre, avec ces stablecoins centralisés, c'est que du coup, vous avez une entreprise qui a un siège social dans un pays, qui est donc soumis à une législation et qui est donc obligée d'appliquer les lois, notamment dans le cadre du financement du terrorisme ou du blanchiment d'argent, par exemple, ou même, par exemple, quand des projets crypto se font hacker, si les fonds arrivent à être tracés et qu'on arrive à remonter jusqu'à ces fonds et qui sont sur un de ces deux stablecoins, donc, ou même n'importe quel stablecoin centralisé d'ailleurs, ces entreprises ont la possibilité de geler l'intégralité des stablecoins que vous détenez sur suspicion de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme, de hack ou quoi que ce soit dans ce genre-là. Donc ça, c'est quand même un gros inconvénient des stablecoins centralisés, c'est-à-dire que, en gros, ces entreprises ont un petit peu droit de vie ou de mort sur les stablecoins que vous détenez. Alors bien évidemment, elles ne peuvent pas geler vos fonds ou vous voler vos fonds sans aucune raison, mais en cas de suspicion de fraude ou de choses comme ça, elles peuvent geler l'intégralité de vos fonds et ça peut être ensuite très très compliqué pour les récupérer, voire quasiment impossible d'ailleurs. Donc ça, c'est vraiment le gros inconvénient des stablecoins centralisés. Et donc, on va passer au deuxième type de stablecoin qui existe sur le marché des crypto-monnaies. Il s'agit des stablecoins algorithmiques ou décentralisés. Donc, en opposition aux stablecoins centralisés, l'avantage de ces stablecoins algorithmiques, c'est qu'ils ne sont pas gérés par une entreprise centralisée. Autrement dit, en fait, pourquoi on les appelle algorithmiques? Parce qu'elles sont gérées par un algorithme. C'est-à-dire qu'il y a un programme qui est codé pour fonctionner d'une certaine manière, et ensuite ce programme est mis en fonction, et il continuera de fonctionner comme il est censé fonctionner, quoi qu'il arrive. Il n'y a pas une entreprise qui doit intervenir sans cesse pour vérifier que les choses soient faites correctement, etc., etc. Alors bien évidemment, il y a une surveillance quand même qui est faite par la société qui crée le code, bien évidemment. Mais l'avantage, c'est que ça se déploie sur une blockchain, comme le Bitcoin. Le code est open source, complètement transparent, et tout le monde peut voir ce qu'il s'y passe. Donc si on prend l'exemple du stablecoin algorithmique le plus connu, il s'agit donc du DAI, le DAI en ticker, de MakerDAO, qui malheureusement va être voué à disparaître puisque MakerDAO a fait un rebranding de sa société et a donc entamé une migration du DAI vers un nouveau token qui s'appelle l'USDS, qui inclura des fonctions différentes, qui fonctionnera aussi différemment et qui inclura notamment une fonction de gel en cas de suspicion, encore une fois, de fraude, blanchiment d'argent et tout ce que vous voulez. Donc c'est pas une très bonne nouvelle pour les gens qui sont adeptes de la décentralisation, puisqu'effectivement, cette fonction gel du capital, elle est forcément activée par une entité qui sera centralisée, et donc on perd en décentralisation en passant du DAI à l'USDS. Mais pour l'instant, le DAI existe encore, et donc je vais vous exposer en fait comment il fonctionne, et vous allez comprendre comment fonctionnent les stablecoins algorithmiques. Donc pour rappel, sur les stablecoins centralisés, on avait donc une entreprise centralisée qui émettait des nouveaux jetons et qui, quand elle le faisait, devait s'assurer d'avoir la garantie en dollars notamment pour pouvoir émettre ces nouveaux jetons. Ici, ça ne va pas du tout fonctionner de cette manière-là. En fait, vous avez un programme qui a été créé, et pour créer des nouveaux DAI, par exemple, on va rester sur ce jeton-là, pour créer des nouveaux DAI, en fait, le programme va demander à ce que les utilisateurs déposent de la valeur en crypto-monnaie dans des smart contracts, mais avec une surcollatéralisation. Ça veut dire que si par exemple un émetteur veut émettre 1000 dollars de DAI, il va devoir déposer par exemple 1500 dollars d'Ethereum. Pourquoi? Parce qu'en fait, les crypto-monnaies sont volatiles, et le smart contract doit toujours s'assurer
que la garantie est au minimum de 1 pour 1. C'est-à-dire que là, on a 1,5 pour 1, donc on sait que même si l'Ether baisse de 10% par exemple, il y aura toujours une parité supérieure à 1 pour 1. Et donc le DAI garde sa valeur comme ça. Le problème avec ça, c'est que pour le cas du DAI par exemple, la plupart des crypto-monnaies qui sont déposées en garantie aujourd'hui pour émettre des DAI sont des stablecoins centralisés comme l'USDC. Ce qui veut dire en fait que malheureusement, le protocole DAI dépend d'une certaine manière quand même du bon vouloir de la société Circle, par exemple pour l'USDC, de ne pas geler ses fonds. Car si demain, la société Circle décide de geler tous les USDC qui sont en garantie pour du DAI, je pense que le protocole DAI s'effondre d'un coup d'un seul, tout simplement, puisqu'en fait la majorité des crypto-monnaies qui sont déposées en garantie pour le DAI sont de l'USDC. Et si du coup il y a un gel de fonds, en fait, quand les gens vont vouloir récupérer leur garantie en rendant leur DAI, ce ne sera pas possible parce que ces fonds auront été gelés. Et du coup, ils ne vaudront plus rien, en fait, tout simplement. Puisqu'en fait, effectivement, quand vous allez déposer en garantie quelque chose pour récupérer du DAI, vous avez la possibilité ensuite de rendre vos DAI pour récupérer les crypto-monnaies que vous aviez laissées en garantie. Donc vous ne perdez pas d'argent quand vous faites un prêt pour émettre des nouveaux DAI, bien évidemment. La seule somme d'argent que vous allez perdre, c'est que quand vous allez faire ce type d'opération, le protocole va vous facturer certains frais de remboursement, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est le premier moyen d'acquérir des DAI, c'est vraiment de créer des nouveaux DAI à la source en allant déposer d'autres crypto-monnaies en garantie avec un écart de 50% en plus pour être sûr que la valeur que vous avez empruntée soit toujours au minimum égale à la valeur que vous avez déposée. Ensuite, vous avez bien évidemment la possibilité d'acheter des DAI sur le marché secondaire, comme on pourrait dire, entre guillemets, comme sur le marché des actions. C'est-à-dire que sur des plateformes centralisées, même comme Binance ou quoi, ou sur des plateformes décentralisées comme Uniswap, par exemple, ou autres, il y a des réserves de DAI qui sont là et vous pouvez échanger vos USDC, vos USDT, vos Bitcoins ou n'importe quoi même contre des DAI que vous achetez qui ont déjà été émis. À ce moment-là, vous n'avez pas de garantie à laisser pour l'émission des DAI ou quoi que ce soit. C'est juste, vous faites une transaction d'une crypto A vers du DAI, par exemple. Voilà, donc l'inconvénient quand même des stablecoins algorithmiques, c'est qu'on a eu des exemples par le passé qui ont été assez catastrophiques, comme l'UST de Terra Luna, qui était à une époque le troisième stablecoin le plus utilisé et qui s'est en fait complètement effondré suite à une série d'événements. On ira voir ensemble tout à l'heure dans la partie 3 de la vidéo. Et l'autre inconvénient, comme je vous l'ai dit, c'est que du coup, en fait, ces stablecoins sont quand même malgré tout très dépendants des stablecoins centralisés, puisque la plupart des crypto-monnaies qui sont déposées en garantie pour pouvoir émettre ces nouveaux jetons sont des stablecoins centralisés. Voilà, donc j'ai tenté au mieux de vous expliquer comment fonctionnaient ces stablecoins algorithmiques. J'espère que ça a été assez clair pour vous. Je suis resté quand même pas mal en surface, parce que je vous avoue que c'est quand même très compliqué à expliquer, même pour moi. Donc j'ai essayé de rester le plus simple possible pour que vous puissiez vraiment comprendre, au moins dans les grandes lignes, comment ça fonctionne. Et donc on va passer à la dernière partie de cette vidéo. Comment choisir vos stablecoins que vous voulez utiliser quand vous allez devoir notamment, par exemple, prendre des profits. Alors il y a plusieurs choses à regarder pour définir si les stablecoins que vous envisagez de prendre sont «fiables» entre guillemets ou pas. La première chose, c'est l'ancienneté, c'est-à-dire depuis combien de temps ils existent. Par exemple, si vous avez des stablecoins qui ont été créés cette année et pour lesquels vous envisagez de prendre pour prendre vos bénéfices, pour moi, c'est une mauvaise idée, c'est un mauvais choix. Et je vous conseillerais plutôt de vous diriger vers des stablecoins qui ont déjà plusieurs années et qui ont surtout déjà vécu plusieurs cycles. Quand vous allez vous orienter vers un stablecoin qui a déjà connu des bear markets, vous saurez qu'il a déjà réussi à survivre à cela. Alors bien évidemment, c'est pas parce qu'il l'a déjà fait une fois, deux fois, trois fois qu'il va le faire éternellement, mais j'aurais toujours plus confiance dans un stablecoin qui a déjà passé plusieurs bear markets sans accrochage que sur un nouveau stablecoin tout frais qui vient d'être émis la semaine dernière
et dont on ne sait pas comment il va se comporter en fait sur le long terme. Donc, tout à l'heure, on a parlé des stablecoins les plus utilisés, hein. Donc, c'est l'USDC, l'USDT et le DAI. L'USDT et l'USDC sont bien évidemment les deux plus gros. Alors, ce sont des stablecoins centralisés, c'est sûr, mais ce sont vraiment les plus utilisés, ceux qui ont le plus de volume d'échange. Et du coup, ce sera malheureusement ceux que je vous recommanderais d'utiliser, car ce sont les plus anciens également et sont ceux qui ont le plus gros historique, sur lequel on peut voir que pour l'USDT, il n'a jamais dévié de son prix de 1 pour 1 avec le dollar. Pour l'USDC, c'est un petit peu différent, hein. Il y a eu un loupé à un moment donné en 2022 et on ira voir tout à l'heure et j'essaierai de vous expliquer ce qui s'est passé exactement. Et vous allez comprendre que ce n'était pas spécialement lié à comment fonctionne l'USDC. Donc le deuxième point à regarder, c'est la capitalisation et les volumes d'échange. Parce qu'en fait, si vous partez encore une fois sur un stablecoin qui a été émis la semaine dernière, ou même un peu plus tôt que ça, mais qui n'est pas utilisé, puisque par exemple, on pourrait parler des stablecoins en euros ou en francs suisses, ou même des stablecoins qui sont sur l'or, qui sont en fait des stablecoins qui sont très très peu utilisés. Si vous choisissez un stablecoin qui est très peu utilisé et qui a très peu de volume d'échange, et qu'en plus de ça, vous vous retrouvez sur une plateforme qui est pas non plus très utilisée, qui est une petite plateforme d'échange, que ce soit centralisée ou décentralisée, et ben en fait, quand vous allez vouloir prendre vos profits en plein bull run, vous allez passer un ordre de vente. Donc vous allez passer un ordre pour acheter des stablecoins contre du Bitcoin par exemple, peu importe. Et en fait, s'il y a personne en face qui vend ce stablecoin, bah votre ordre en fait ne passera pas. Et donc potentiellement vous allez passer un ordre de vente pour pouvoir récupérer vos bénéfices, mais il va peut-être s'exécuter 10 jours, 15 jours, 3 semaines après, le temps qu'il y ait en face quelqu'un qui veuille bien vendre le même volume de stablecoin dont vous avez besoin. Et vous savez que les choses en crypto-monnaie, ça va très vite. Et si ça prend 10, 15 jours ou 3 semaines à enregistrer votre ordre, et ben peut-être que dans l'intervalle, vous aurez perdu 80% de la valeur de l'actif que vous vouliez vendre. Et donc, vous n'aurez pas du tout sécurisé en fait vos profits. Donc, je vous conseille vraiment de regarder quels sont les stablecoins les plus utilisés. De toute façon, je vous l'ai même dit, hein, l'USDC, l'USDT, le DAI, c'est 3 valeurs sûres, hein. Vous savez que ces 3-là sont quand même très utilisés, même si le DAI est voué à disparaître, pour l'instant, il existe encore. Après, si vous êtes vraiment débutant, honnêtement, concentrez-vous sur l'USDC et sur l'USDT et ça sera largement suffisant. Vous avez aussi le stablecoin de Binance, le FDUSD de mémoire, qui s'appelle maintenant, qui peut être utilisé. Mais voilà, si vous ne partez pas sur des stablecoins qui sont trop petits en capitalisation, qui ont trop peu de volume d'échange, parce que vous pouvez avoir de très très mauvaises surprises et c'est vraiment pas le but. Et enfin, le troisième point à étudier, c'est l'historique. Et donc, comme je vous l'ai promis depuis le début de cette vidéo, là, on va aller voir un petit peu des graphiques de ce qui a pu se passer sur certains stablecoins, notamment donc l'USDC qui a dépeg un petit peu en 2022, également le DAI, et on ira voir aussi donc l'UST de Terra Luna qui lui pour le coup s'est complètement effondré et n'est jamais remonté puisqu'en fait le projet s'est complètement écroulé suite à ce qui s'est passé en 2022. Donc je vous retrouve tout de suite sur mes graphiques. Et donc on se retrouve sur TradingView, sur le graphique donc du DAI contre l'US dollar. Et donc là vous pouvez très bien voir en fait que tout au long de la période, là on est sur 5 ans, tout s'est plus ou moins tenu assez bien, c'est-à-dire entre 0,98 et 1,02 dollars. Donc c'est toujours normal qu'il y ait des oscillations un peu faibles en fonction de l'offre et de la demande en fait, sur le marché, hein, tout simplement. Ça reste jamais pile poil à 1 dollar. Ça fluctue un petit peu à la hausse, un petit peu à la baisse. Mais par contre, on voit que la semaine la semaine du 6 mars 2023, là on a eu un gros plongeon du DAI qui est allé chercher les 85 centimes, hein, donc ça fait quand même assez 15% d'écart, ça fait quand même un sacré écart pour un stablecoin qui est censé maintenir la parité. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que vous pourrez aller vérifier, hein, c'est la semaine donc du 10 mars 2023
a eu lieu en fait la faillite de la Silicon Valley Bank, dont on a à peu près tous entendu parler. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Circle, donc l'entreprise qui émet les USDC, avait une partie, et même une grosse partie, je crois, des fonds qui servaient à maintenir la parité entre l'USDC et le dollar, qui étaient placés dans cette banque. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc les investisseurs ont vraiment eu peur et se sont dit qu'en fait, Circle allait perdre les fonds qu'ils avaient placés à la Silicon Valley Bank, que potentiellement c'était une grosse partie des fonds qu'ils avaient et que donc l'USDC avait une chance de ne valoir plus rien, puisqu'il ne serait plus backé par rien du tout, puisqu'en fait Circle allait perdre l'intégralité de l'argent qui était placé à la Silicon Valley Bank. Bon, il se trouve en fait que ça a été juste un mouvement de panique, hein, tout simplement, puisque en fait l'intégralité des dépôts a été remboursée à Circle et il n'y a pas eu de problème par la suite. Mais vous voyez, c'est quand même assez impressionnant comme écart de prix. Et en fait, quand vous allez vouloir choisir vos stablecoins pour prendre vos profits, moi, ce que je vous invite à regarder dans un premier temps, c'est de regarder un graphique sur le long terme. Et si vous voyez des choses un petit peu comme ça, des grosses mèches de l'enfer comme ça, que vous les voyez sur plusieurs échanges, puisque là, à chaque fois, on regarde de ça sur un seul exchange. Là, par exemple, c'est sur l'exchange, comme vous le voyez ici, c'est Coinbase. Donc, regardez sur plusieurs exchanges parce que ça peut être aussi un bug lié à l'exchange sur lequel vous êtes. Mais si vous voyez qu'il y a un plongeon à peu près à la même période et ce sur plusieurs échanges différents, à ce moment-là, renseignez-vous sur ce qui s'est passé. Et moi, personnellement, je me méfierais en tout cas. Je préférerais toujours, comme je vous ai dit, rester sur les plus gros stablecoins comme l'USDT, l'USDC et le DAI, qui ont eu très très peu de dépeg, voire pas du tout même pour l'USDT, et qui sont toujours restés stables par rapport au prix du dollar. Parce que si vous partez sur un stablecoin qui débranche complètement, comme ça a été le cas par exemple pour l'UST de Luna, on va regarder ça tout à l'heure, bah, vous pouvez potentiellement perdre l'intégralité de vos fonds que vous avez dans ce stablecoin. Donc faites attention, ne prenez pas trop de risques et restez sur les plus gros. Et si vous choisissez malgré tout de partir sur un autre stablecoin, soyez bien vigilant sur l'historique qu'il a et qu'il ne lui est pas déjà arrivé de perdre sa corrélation de manière assez importante, comme on le voit à l'écran ici, et même des fois plusieurs fois. Donc voilà, c'est bien un point qui est essentiel à surveiller. Donc on se retrouve désormais sur le graphique de l'UST contre l'USD. Et donc bah, vous voyez vous-même à l'écran ce qu'il s'est passé. Donc on a un stablecoin algorithmique qui est passé de quasiment 1 dollar, donc quasiment la parité, le 9 mai 2022. Et en une journée, on est passé à 10 centimes. Et on a continué de descendre ensuite. Et on n'est surtout jamais remonté. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, dans un premier temps, je vais vous expliquer comment fonctionnait l'écosystème Terra Luna et vous allez comprendre. En fait, sur l'écosystème Terra Luna, qui était donc une blockchain de Layer 1 comme Ethereum par exemple, il y avait deux tokens. Donc vous aviez le Luna, qui était le token spéculatif de la blockchain, un peu comme l'Ether l'est. Et vous aviez donc l'UST, qui était donc le stablecoin algorithmique qui avait été créé par l'entreprise Luna. Comment fonctionnait en fait l'UST pour garder sa parité? Il était très lié en fait avec le token Luna. C'est-à-dire que quand le stablecoin passait au-dessus des 1 dollar, et ben en fait l'entreprise vendait des UST pour les détruire et rachetait du Luna. Et à l'inverse, quand l'UST passait en dessous de 1 dollar, l'entreprise vendait des Luna pour racheter des UST et faire remonter le prix. Donc les deux étaient très corrélés l'une à l'autre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en début de bear market, la crypto-monnaie Luna a perdu quand même pas mal de valeur parce qu'elle est passée en quelques semaines de 120 dollars à 60 dollars. Et puis en fait, ce jour du mois de mai où tout s'est effondré, il est arrivé un moment où en fait, l'UST, donc le stablecoin de Terra Luna, se négociait en dessous des 1 dollar. Donc l'entreprise a voulu vendre des Luna pour pouvoir racheter de l'UST et faire remonter le prix au-dessus des 1 dollar. Ce qui a fait fortement chuter le prix du Luna, qui avait également des vendeurs à découvert qui étaient embusqués, ce qui fait que ça a déclenché en fait une cascade de liquidités.
Et en fait, le token Luna s'est écroulé absolument. Il a perdu en très très peu de temps quasiment 99% de sa valeur, puisque quelques jours après valoir 60 $, il valait moins de 10 centimes, je crois. Donc voilà, une perte de quasiment 100% de sa valeur, hein. Et en fait, quand la crypto-monnaie Luna a plongé, eh ben en fait, il n'y avait plus rien pour backer l'UST, qui du coup en fait a suivi le Luna dans sa chute et n'a jamais récupéré sa parité avec le dollar. Et pour vous donner une idée, quand les deux monnaies se sont écroulées, ça a entraîné une perte de 50 milliards de dollars de capitalisation sur le marché des cryptos. Il y a des gens qui ont perdu des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros et de dollars. Il y a même un YouTuber qui disait avoir perdu 3 millions de dollars suite à la chute de cet écosystème. Donc vous voyez, quand je vous dis que c'est important de prendre le temps de bien choisir ces stablecoins, vous voyez que quand ça crache très vite, hein. Ça s'est passé en une journée, hein. Vous auriez jamais eu le temps de réagir, hein. Probablement que vous auriez été au travail ou quoi que ce soit. Et en fait, vous étiez parti le matin, vous aviez tout au fond, vous êtes revenu le soir, vous aviez plus rien, quoi. Donc, prenez vraiment le temps de bien sélectionner vos stablecoins, de bien regarder l'antériorité de ces stablecoins et vraiment rester sur les plus gros. Et si jamais encore une fois, vous souhaitez partir sur d'autres stablecoins que ceux que je vous ai conseillés dans cette vidéo, regardez bien leur historique, regardez bien ce qui s'est passé sur les dernières années, s'il n'y a pas eu déjà des pertes de prix assez importantes. Et on va se retrouver tout de suite après sur CoinMarketCap. Et je vais vous montrer que vous allez voir, il y a une quantité impressionnante de stablecoins qui existent de toutes sortes. Donc vous avez vraiment l'embarras du choix. Mais pour moi, voilà, vous devriez rester sur les trois principaux qui sont l'USDT, l'USDC et le DAI. Et donc, on se retrouve désormais sur CoinMarketCap. Donc là où vous avez le classement en fait des plus grosses crypto-monnaies qui va s'afficher à l'écran. Et comme vous le voyez, ici donc vous avez le Bitcoin et l'Ethereum qui sont les deux plus grosses capitalisations du marché des crypto-monnaies. Et le troisième, c'est donc le stablecoin de chez Tether, l'USDT, qui a une capitalisation boursière de plus de 138 milliards de dollars quand même, hein. Et si vous descendez un petit peu plus bas, vous verrez qu'à la 8e position, vous avez l'USDC, donc le stablecoin de chez Circle, qui sont donc bien évidemment les deux plus gros et les deux que je vous recommanderais le plus d'utiliser. Maintenant, on va aller voir ensemble comment trouver tous les stablecoins qui existent. Donc, vous cliquez ici sur Filtre. Dans Catégorie, vous allez ici et vous tapez ici Stable. Voilà, et donc vous aurez les stablecoins qui apparaissent ici et vous pouvez appliquer. Et donc, vous voyez que le premier, c'est donc l'USDT, le second, l'USDC, et vous avez en 4e position derrière l'USDE, le DAI. Et vous allez voir ici que en prenant la petite coulisse qui est là, vous allez voir tous les stablecoins qui existent et vous allez voir qu'il y en a quand même beaucoup. Vous voyez, tout ça, ce sont des stablecoins qui existent. Alors bien évidemment, je ne les connais pas tous, ni loin de là. Mais je peux vous dire qu'ils ne sont pas tous aussi fiables que l'USDT ou l'USDC, et ça sans même les connaître, hein. Et vous voyez, plus on descend, plus on a une capitalisation aussi qui est faible. Et aujourd'hui, vous voyez par exemple, ici on a un stablecoin sur le franc suisse. La capitalisation, c'est à peine 10 millions de dollars, quoi. C'est rien du tout, hein. Si vous vous retrouvez sur une plateforme un peu obscure, un peu petite, vous pouvez être sûr que si vous voulez passer un ordre sur ce stablecoin-là, mais votre ordre, il va mettre, je sais pas moi, 3 semaines avant d'être exécuté, quoi. Donc, c'est absolument pas possible de passer sur des stablecoins de ce type-là. Après, rien ne vous empêche, une fois que vous êtes passé sur de l'USDC et de l'USDT, si vous voulez pas rester dessus, de migrer sur des stablecoins de ce type-là. Même si j'en vois pas bien l'intérêt. Si vous avez plus confiance dans le franc suisse que dans le dollar, ce que je pourrais comprendre à ce moment-là, pourquoi pas. Mais honnêtement, moi, je vous conseille vraiment de rester sur les plus gros que sont l'USDT et l'USDC. Vous voyez, on arrive en bas parce qu'il n'y a pas plus de 100 lignes affichées sur cette page-là. Et on voit qu'on a encore une deuxième page, quoi. Et avec des capitalisations boursières qui sont ridicules. Vraiment ridicules. Donc, restez bien sur les plus gros. Restez sur l'USDC, sur l'USDT, sur le DAI si vous voulez du décentralisé. Et encore, moi, je vous conseille plutôt même de vous rester focus
sur l'USDC et l'USDT, c'est bien là que vous prendrez le moins de risques. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Donc pour résumer, je vous encourage fortement à rester sur les stablecoins les plus capitalisés qu'on a vus ensemble. Je vous encourage aussi à ne pas vous concentrer que sur un seul stablecoin, puisqu'on a vu en fait la plupart sont des stablecoins centralisés ou au pire dépendants de stablecoins centralisés. Et on ne peut jamais trop savoir ce qui va arriver à une entreprise centralisée. Et donc c'est toujours bien d'avoir au moins 2, voire 3 peut-être stablecoins. Mais en tout cas, restez bien sur les plus gros. Commencez pas à aller sur des stablecoins qui sont récents ou qui sont avec des capitalisations qui sont ridicules et qui ne vous permettront pas de pouvoir passer des ordres quand vous en aurez besoin. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire quel stablecoin vous avez l'habitude ou quel stablecoin vous avez prévu d'utiliser pour votre prise de profit sur ce cycle. Si vous connaissez des gens qui seraient intéressés par ce contenu, n'hésitez pas à leur partager la vidéo. Abonnez-vous également à la chaîne pour être sûr de ne pas manquer la sortie des prochaines vidéos. Et puis moi, j'espère vous retrouver sur une prochaine vidéo pour vous aider vous aussi à devenir un investisseur indépendant. Allez, ciao, à la prochaine!